Les experts basket, saison 4, épisode 5, on est de retour avec Ali Traoré sur Monaco Info pour votre rendez-vous basket de la semaine. Bonjour mon cher Ali. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien et vous? Très bien, j'ai hâte de débriefer avec vous cette actualité basket. On a beaucoup de choses à dire, alors on va commencer sans plus tarder par le débrief. 5 matchs, c'est un petit peu la tradition pour ces quinzaines et ce calendrier chargé pour la Roca Team. Il y avait 3 matchs d'Euroleague, tous à Belgrade. C'est quand même une destination plutôt sympa pour aller jouer au basket et ça s'est pas très bien passé. Alors il y a eu un peu de salles aux ambiances. Premier match à la Alla Pionnier, la salle j'allais dire la plus ancienne. Et Monaco s'est imposé en prolongation 112-107 face au Maccabi Tel Aviv. Ça n'a pas été facile ce premier match à Belgrade. Oui, le Maccabi Tel Aviv qui est toujours un adversaire compliqué à jouer malgré le contexte dans lequel ils évoluent, avec un entraîneur très malin qui sait cacher les défauts de son équipe, qui n'hésite pas à changer de défense, à mettre vraiment des plans de jeu qui grippent la machine monégasque. Effectivement, moi je m'attendais à un match comme ça et finalement Monaco a réussi à s'en sortir. Puisque Monaco a été mené quasiment tout le match et a dû s'en remettre à un grand Mike James dans le dernier quart-temps qui a mis 12 de ses 34 points pour un petit peu sauver la patrie. Oui, tout à fait. Forcément, c'est pour ça qu'on signe les stars. Oui. Quand la machine, encore une fois, la machine collective ne fonctionne pas, on doit s'en remettre au talent des joueurs comme Mike James. 34 points, je l'ai dit, 6 rebonds, 7 passes, 37 dévals. C'est un très gros match pour lui. Alors certes, il y a une victoire, mais 107 points encaissés, c'est peut-être le petit bémol, même s'il y a une prolongation, d'accord. Oui, bien sûr, la prolongation a fait en sorte que ça grossit un peu le trait, mais clairement, défensivement, ce n'était pas le cas. Alors, il y a beaucoup de sautes d'humeur, on en a parlé dans d'autres épisodes des experts, beaucoup de sautes d'humeur défensifs, on va dire, et de toute façon, c'est simple, Monaco, en général dans le basket, mais surtout Monaco, quand défensivement, le match n'est pas commencé correctement, il n'y a pas de correction. C'est, on part sur un match très offensif, il n'y a pas un moment où on va se dire, allez, stop, maintenant, c'est fini. Soit ça commence bien défensivement et tout se passe bien, soit non, et le match, il sera un match offensif. Alors, à l'extérieur, on sait que pour gagner à l'extérieur, il faut être bon défensivement. Il y a eu 2 autres matchs, mais dans l'autre salle, la Belgrade Arena, l'ex-Stark Arena, qui est la grosse salle donc, de Belgrade, face aux 2 équipes de la capitale, le Partizan et l'Étoile Rouge. 2 gros chocs, ça avait été très bien contre les 2 équipes d'Athènes. Ça a été beaucoup moins bien contre les 2 équipes de Belgrade, puisqu'on a eu 2 défaites. La première, donc, face aux Partisans, où Monaco a failli faire le braco du siècle après avoir fait un très mauvais match. Oui, bien sûr. C'était un match terrible pour Monaco, surtout en première mi-temps. Et puis, finalement, le Partizan, qui est une équipe fragile. On l'a vu, ils ont perdu à Lasvel, d'ailleurs. Manque de confiance absolue. Voilà, un manque de confiance absolue qui a failli lâcher ce match. Mais on va dire que Monaco a le mérite d'être vu, mais encore une fois, je ne suis pas satisfait du tout de ce qui a été proposé. Parce que, encore une fois, défensivement, ça n'allait pas. Au niveau des passes décisives, au niveau du jeu collectif, j'ai l'impression que Monaco retourne dans ses travers, c'est-à-dire beaucoup de tricotage. D'action individuelle. D'action individuelle. Le jeu intérieur qui est redevenu inexistant. La balance penche un peu trop à l'extérieur. Alors, il y a eu certes des problèmes de faute avec 2 des stars de cet effectif, Alpha Diallo et Mike James, qui ont rapidement eu 3-4 fautes, mais ça n'explique pas, comme vous le dites, la bouillie de basket. Même sans ces 2 joueurs, on est censé proposer quelque chose d'un peu plus cohérent. Bien sûr, surtout qu'il y a d'autres super joueurs dans l'effectif. Alors, Mike James et Alpha Diallo, surtout Alpha Diallo, qui est mon chouchou ultime, est un joueur extraordinaire, mais bon, il y a quand même de très forts joueurs dans l'équipe qui peuvent tenir le flambeau, mais j'ai l'impression que collectivement, Monaco, en Euroleague du moins, on va dire quand en face il y a de l'adversité, retombe très vite dans les travers individuels. Alors pour revenir sur cette fin de match, assez folle, Monaco se retrouve à 20 points sur un tir à 3 points d'Isaac Bonga, le champion du monde allemand. On est donc à 74-54 à 7 minutes du buzzer. On se dit c'est terminé, vu ce qui s'est passé avant, la remontada semble impossible et pourtant 22-0 en 5 minutes avec les soldats sur le terrain, notamment Terry Tarpe, Kevarius Hayes et Nedovic. Oui, voilà, on va sûrement en parler plus tard. Oui. Mais effectivement, à partir du moment où Vassili Spanoui s'est dit « Ah, j'ai peut-être des super joueurs sur le banc. On peut tenter quelque chose. » Alors je pense qu'à ce moment-là, il se disait « Bon, le match est mort, autant faire jouer le banc. » Mais voilà, on a vu que la révolte et on va dire l'esprit guerrier vient de ces joueurs. Et c'est peut-être une piste à explorer dans le futur. Un mot sur la dernière possession. Monaco est à -2, il reste 7-8 secondes à jouer.
Pourquoi est-ce que Mike James prend ses 2 tirs à 3 points au lieu d'aller tenter un bon vieux drive des familles? Moi, vous savez, ça fait un moment que j'aime vous lancer sur cette question. Vous allez me lancer sur le gars, je vais avoir des problèmes avec notre grande patronne, mais je ne citerai point son nom. Mais voilà, pour moi, Mike James, je trouve que il a du mal avec la décision, la dernière décision. Voilà. La décision pour faire gagner un match, il fait souvent le mauvais choix. Alors des fois, il s'en sort grâce à son talent individuel. Mais là, clairement, balancer un 3 points à ce moment-là du match, franchement, je n'ai pas compris. Et ce n'est pas la première fois. C'est un joueur fantastique, ça fait longtemps qu'il est là. Mais la vérité, c'est qu'il a vraiment du mal à prendre les bonnes décisions quand c'est bon de gagner un gros match. Alors restons dans cette même salle, mais changeons d'adversaire pour les retrouvailles avec coach Obradovic face à l'Étoile Rouge de Belgrade, l'une des équipes les plus en forme. Là encore une défaite, 91-79, mais un autre scénario où là, Monaco s'est sabordé en fin de match finalement. Oui, tout à fait. L'Étoile Rouge qui était en difficulté. On sait très bien que l'Étoile Rouge a énormément de blessés, 7 je crois, c'est ça. Donc forcément, c'est plus compliqué au niveau de rotation. Mais bon, c'est pas comme si Monaco jouait à plus de 7 aussi. Ça égale le problème. Voilà, là, pour le coup, Monaco est rentré bien dans le match cette fois-ci. Défensivement, c'était très solide. Mais après, l'Étoile Rouge, forcément, ils n'avaient pas se laisser faire. Et puis, on a eu petit à petit une déliquescence du jeu monégasque. Avec peut-être un homme pour illustrer cette déliquescence, c'est Daniel Theis qui a mis 7 points sur l'ensemble des 2 matchs. 4 face à l'Étoile Rouge, 3 face aux Partisans. On attend forcément beaucoup plus d'un tel joueur. Oui, bien sûr. Alors, on sait que c'est un joueur qui a un peu de mal quand il y a beaucoup d'impact physique, quand on joue beaucoup plus au sol. Mais même au-delà de ça, j'ai l'impression que le jeu intérieur a été encore totalement délaissé. Comme j'ai pu en parler avant, on est en train de repartir, la balance est en train de clairement repartir sur le jeu extérieur. Par exemple, moi aussi, je pense à un joueur comme Nikola Mirotic, qui, en début de saison, on l'utilisait beaucoup au post-up. Et ça marchait. Et ça marchait très bien. Maintenant, on l'utilise pratiquement plus au post-up. Donc, il devient un petit peu plus inutile, en sachant que défensivement, c'est pas ça du tout. Daniel Theis non plus. Oui, on doit en demander un peu plus à Daniel Theis, mais il faudrait peut-être aller chercher un peu plus aussi. Gardez quelques billes pour la suite de l'analyse dans votre point d'Ali. On va terminer ce débrief en vous donnant les résultats en Betclic Elite, où là, ça va très bien pour Monaco. 6 victoires d'affilée, une place de leader consolidée et des succès 92-84 face à Saint-Quentin et une victoire aussi du côté du Mans, 93-84, une salle où il n'est jamais facile d'aller s'imposer. Je ne suis pas d'accord, parce que j'ai toujours gagné au Mans dans ma carrière. C'est vrai, oui, vous peut-être. On se souvient de la Roca Team ces derniers temps. C'était un petit peu plus compliqué. Allez, on passe au point d'Ali qu'on couple aujourd'hui à la question du jour. Ali, on va évoquer, et de mémoire, ce n'est pas la première fois que nous allons évoquer ensemble et que vous allez parler dans votre chronique, des rotations monégasques. 2 petits chiffres à vous donner contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Terry Tarpey a joué 4 minutes, Nemanja Nedovic a joué 7 minutes. Ces 2 joueurs avaient propulsé la remontada et ce 22-0 face aux Partisans. Pourquoi, depuis plusieurs années d'ailleurs, c'est pas que depuis cette année-là, certains joueurs sont sous-utilisés à Monaco. Vous mettez de l'eau à mon moulin. Oui, j'aime bien. Voilà, mais disons que Vassilis Spanoulis, j'ai l'impression, a tendance à placardiser certains joueurs, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, un joueur comme, par exemple, Donatas Motiejunas aurait très bien pu avoir sa place dans cette équipe. Un joueur comme... ouh là là, j'ai mis mon manque. Qui est-ce qui vous manque? Qui est parti récemment. Il y a Nick Calates qui est parti récemment. Nick Calates, c'est un peu différent, mais même s'il a fait un super match. Papagiannis, peut-être. Papagiannis, tout à fait. D'accord. Donc, des fois, je me demande pourquoi il refuse d'ouvrir son banc, d'ouvrir sa rotation. Vous l'avez dit encore une fois, le 22-0 a été initié par les joueurs du banc. Un joueur comme Nemanja Nedovic, on se demande pourquoi il a été signé, parce que franchement, il est bon. Bien sûr. Il m'est arrivé même d'oublier certains joueurs de l'effectif de Monaco. Michino, j'ai oublié qu'il était là. Makoundou, je l'ai oublié. Johan Bégarin. Terry Tarpey, des fois, j'avais oublié aussi. Alors que Terry Tarpey, l'année dernière, était très important pendant la saison. Donc, je ne sais pas si c'est une tendance globale des coachs à vraiment resserrer les rotations. En général, c'est plus en play-off, parce qu'il y a une saison régulière, c'est quand même très long. Ergin Ataman fait ça, c'est vrai. On se souvient, les stats où il faisait jouer 38 minutes, Kendrick Nunn la saison passée. Mais franchement, je me pose vraiment des questions sur les rotations monégasques, parce que pour le coup, il y a un effectif pléthorique, un effectif riche, un effectif cher, et autant utiliser ça pour garder du jus tout au long de la saison, parce qu'on est encore qu'au début de la saison, en vrai.
Je comprends l'idée, il y a 2 compétitions à jouer, le championnat de France, vous le dites très souvent dans cette émission, est très compliqué, beaucoup plus que le championnat grec où justement on peut se permettre pour les équipes grecques ou turques de faire beaucoup plus tourner que pour certaines équipes françaises ou espagnoles d'Euroleague. Mais on ne pourrait pas faire jouer 10 minutes, vous l'avez dit, des Tarpé, des Makoundou qui revient bien fort en Euroleague. Ouais, surtout que ce sont des guerriers. Hein. Moi, j'ai toujours aimé une architecture avec une équipe, avec des joueurs talentueux, mais aussi avec des joueurs de devoir, des Blossom Game et les joueurs que vous avez cités. Voilà, ils apportent quoi. Quand ils rentrent sur le terrain, ils apportent, ils amènent de la grinta, ils amènent autre chose, ils amènent de la défense, ce genre de choses qui sont si importantes dans l'architecture d'une équipe. Donc effectivement, j'ai du mal à comprendre la non-utilisation de ces joueurs. Alors souvent, les coachs, que ce soit Sacha Obradovic ou peut-être Vassilis Panouis, disent sur les 3-4 minutes qu'on leur donne, ils ne sont pas bons. Mais vous avez été joueur, si on vous donne pas assez de minutes, c'est difficile de trouver du rythme et d'être impactant sur 2-3 minutes. Bien sûr, surtout si on vous a enchaîné quelques matchs sans jouer. Donc forcément, c'est une pression en plus, parce qu'on se dit que bon, voilà, clairement, j'ai 3-4 minutes pour être bon. Si je rate un tir, je sors. Je reverrai le parquet en janvier 2028. Donc non, mais c'est vraiment très très difficile. Alors moi, j'ai énormément de respect pour les joueurs qui se tiennent toujours prêts. Ouais. Mais j'ai encore envie de revenir sur Nemanja Nedovic, qui est bon quand il joue, quoi. Voilà, donc, mais il joue très peu. C'est un joueur qui avait 25 minutes de moyenne en temps de jeu à l'Étoile Rouge à l'époque et qui là a 7 minutes de temps de jeu en moyenne quasiment. Oui, voilà, donc c'est vraiment très très compliqué. Donc je pense que vraiment la Roca Team gagnerait à beaucoup plus ouvrir son banc. Alors peut-être que certains joueurs vont râler en se disant moi je dois jouer 25-30 minutes. Mais voilà, c'est un marathon, c'est pas un sprint et il faut garder tout le monde impliqué. Bien sûr. Surtout quand on a un effectif aussi pléthorique, il faut que tout le monde soit impliqué et il faut aussi gérer les organismes. Alors vous en avez un peu parlé entre les lignes, c'est aussi une question d'ego et entre guillemets aussi de règles tacites. On doit absolument donner 25-30 minutes à Mike James ou à des joueurs ou à Elie Okobo. Alors pour un Mike James, on va dire oui, parce que forcément c'est un peu la star. Mais après, pour moi, les autres, il faut qu'ils soient capables de partager le temps de jeu aussi, dans une logique de conservation des forces vives et aussi dans une logique de victoire. Parce qu'ils apportent d'autres choses que les titulaires. Vous l'avez dit, est-ce que c'est aussi une tendance à votre époque? Est-ce que ça se faisait autant de resserrer les rotations? Est-ce qu'on vient aussi piquer ça de la NBA où il y a des effectifs pléthoriques et on se retrouve avec des très gros joueurs qui ont très peu de temps de jeu? Moi je pense que oui, parce que clairement en NBA, ça joue à 8-9, alors que il y a des rosters vraiment très longs. Mais c'est vraiment bizarre. Alors, pour moi, c'est récent, parce qu'en Europe, ça tournait énormément. Par exemple, Thomas Oussalo, actuellement, à Memphis, il y a des problèmes, parce qu'il essaie de faire jouer plus de joueurs. Je sais pas, je pense pas que c'est une tendance, mais il y a certains coachs qui décident de jouer avec 8-9 joueurs. Et je ne pense pas que c'est une bonne idée, surtout en Europe. J'aimerais qu'on termine cette émission par une question très très sérieuse. Peut-être qu'il y a une règle du basket que je ne connais pas, mais est-ce que les clubs ont une amende s'ils font jouer plus de 10 minutes Terry Tarpé en Euroleague? Alors je pense que ça doit être le cas, parce que pour le coup, c'est vraiment dommage de ne pas avoir un aussi bon joueur. Parker faisait taquin, mais c'est clair que c'est quelque chose d'assez frustrant à voir, en sachant l'impact que peut avoir Terry dans les victoires. Voilà, écoutez, on espère qu'on va être entendu et que le banc va un petit peu s'ouvrir dans les autres matchs. Il y a notamment une rencontre du côté de l'Asvel qui se profile très rapidement, et ça ferait quand même tâche de le perdre là-bas face à l'ennemi du Rhône. Oui, l'ennemi du Rhône qui a des problèmes, mais qui est capable, comme on a vu face aux Partisans, de faire des gros matchs et de gagner. Et qui attend avec impatience l'arrivée de la NBA Europe. On en parlera dans une autre émission. Ali, merci infiniment d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à vous. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain numéro des Experts Basket sur Monaco.